Il est 15 heures, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. À l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis aujourd'hui pour participer aux travaux de leur deuxième séance publique de la deuxième session dite ordinaire de la 7e législature. 4 projets ont été adoptés. Les violentes tornades qui balayent depuis mercredi plusieurs États du sud des États-Unis ont fait au moins 24 morts et détruit de nombreuses maisons. Éléments de réponse dans ce journal. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a eu hier soir un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Les discussions entre les deux dirigeantes surtout portaient sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. Les voies et moyens de renforcer ces liens déjà privilégiés dans tous les domaines, notamment politiques et économiques, ont ensuite été évoqués. Les deux chefs d'État ont ensuite étendu leurs échanges autour des principales questions d'actualité touchant la sous-région et le monde musulman. Ces échanges avec l'émir du Qatar s'inscrivent dans le cadre des consultations et contacts avec le président Guelleh, entretiennent périodiquement avec les dirigeants des pays frères et amis. Je vous le disais en titre à l'Assemblée nationale, les députés se sont réunis aujourd'hui pour participer aux travaux de leur deuxième séance publique de la deuxième session dite ordinaire de la 7e législature. 4 projets de loi étaient à l'ordre du jour et ont tous été approuvés à l'unanimité par les parlementaires présents. Il s'agit des projets de loi suivants. Le projet de loi de finances numéro 120 de l'année 2015 portant budget initial de l'État pour l'exercice 2015. Le projet de loi 116 de l'année 2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD de l'année 2011. Le projet de loi numéro 116 portant adoption des comptes financiers de l'EDD pour l'année 2012. Et ensuite le projet de loi 111 de l'année 2015 portant renforcement de la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues à la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du budget Bodi Ahmed Rableh, le ministre du travail chargé des réformes administratives Abdi Hussein Ahmed et le ministre de l'énergie Ali Yacoub ont pris activement part aux travaux de cette session afin de défendre les projets débattus et les faire avaliser par les députés. Cette séance plénière a été présidée par, comme à l'accoutumée, par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Ali Yacoub ont pris activement part aux travaux de cette session afin de défendre les projets débattus et les faire avaliser par les députés. Cette séance plénière a été présidée, comme à l'accoutumée, par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. L'ordre du jour de la deuxième séance publique de la deuxième séance ordinaire de l'année 2015-2016 de la 7e législature. Donc, ordre du jour de cette séance. Le premier point à l'ordre du jour, projet de loi de finances numéro 120-2015 portant budget initial de l'État pour l'exercice 2016. Le deuxième projet à l'ordre du jour, donc projet de loi numéro 115-2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD année 2011. Troisième projet de loi numéro 116-2015 portant adoption des comptes financiers de l'EDD de l'année 2012. Quatrième projet de loi numéro 111-2015 portant renforcement de la procédure de recouvrement de cotisations sociales de la SNCS. Avant l'adoption des projets de loi, les différentes commissions parlementaires permanentes impliquées dans les textes de loi cités, en amont, les élus nationaux ont engagé des débats constructifs, instructifs et fructueux avec les membres du gouvernement. De leur côté, le Premier ministre et les ministres interpellés ont fourni des réponses détaillées aux questions posées par les députés sur les différents projets de loi à l'ordre du jour. Les 4 projets de loi à l'ordre du jour de cette séance ont été tous adoptés à une majorité écrasante. Je voudrais poser une question sur le recrutement qui sont prévus pour l'année 2016. Monsieur le ministre, ces recrutements sont-ils des recrutements ou des régularisations des salaires des personnes déjà recrutées? Député Hassana, c'est vrai, nous avons prévu, et quasiment pour tous les départements ministériels, des recrutements. Seuls
quelques régularisations concernant l'ODEC et le ministère de l'Énergie, quelques éléments. Sur 80 personnes prévues pour l'énergie, une dizaine sont de régularisation. En ce qui concerne les autres départements, il s'agit des nouvelles postes budgétaires ouverts au titre de l'année 2016 et non pas de régularisation. Merci. Quelles sont les voies et moyens pour faire profiter à l'EDD les dons octroyés par les organismes internationaux? Quel est le cahier de charges de l'EDD vis-à-vis des tarifications pour une baisse de prix à court et moyen terme? Merci, Monsieur le Président. L'honorable député Mahdi Moumine a posé deux questions. La première porte sur les dons qui sont accordés à la République de Djibouti, mais qui ne sont pas rétrocédés à l'EDD, mais plutôt prêtés sous forme de prêts à taux concessionnels, ou plutôt à taux zéro. Je crois que la réponse est dans la question. Le don est fait à l'État, le don est fait à la République de Djibouti, il n'est pas fait pour l'EDD, qui est un établissement autonome à caractère industriel et commercial. Donc, si l'État fait un effort au niveau de l'EDD, ça ne peut être que sous forme de prêt à taux zéro. Il n'a jamais été donné à un établissement autonome. Les partenaires, les pays amis font des dons à la République du Djibouti. Concernant la baisse des tarifs, je crois que lors de la dernière séance au niveau de la commission de finances, on a répondu à cette question. Début janvier, le gouvernement va consacrer une baisse, mais le gouvernement a fait le choix du secteur marchand, qui est le secteur créateur d'emplois. Donc, en janvier, nous aurons une baisse, mais cette fois-ci, nous allons consacrer au secteur marchand et un peu plus tard au secteur industriel, dès que nous aurons fini les calculs avec le ministère du Budget. Merci. Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous dire concernant la situation de recouvrement de cotisations dans le secteur privé, tel que le prestataire employeur, dit Haliglé, sachant qu'ils sont des employés nécessitant une couverture médicale? Merci. Madame Ouma vient de poser une question concernant les recouvrements des sociétés détenues par des Djiboutiens qu'on appelle vulgairement Haliglé. En effet, vous avez compris dans le rapport de M. Mahdi que ce sont les sous-traitants qui sont effectivement des Djiboutiens qui posent problème, alors que les sociétés étrangères avec lesquelles ils travaillent leur versent les cotisations dues à la CNSS. Ce sont ces Haliglé qui ne respectent pas toujours la loi. Et la CNSS a mis en place un certain nombre de mesures pour recouvrer ces cotisations le plus rapidement possible. Parce que vous savez qu'avec le ministre du Budget, nous avons œuvré pour que déjà la directrice de la CNSS et le directeur des impôts puissent travailler de concert. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé vos cotisations, vous ne pouvez pas avoir votre patente. Depuis ce jour-là, on a évité que beaucoup de sociétés qui sont récalcitrantes bénéficient, comme auparavant, chaque année de patentes, alors qu'ils avaient derrière eux des ardoises par rapport à la CNSS. Concernant ces recouvrements, il y a les mêmes mesures qui sont mises en place. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la CNSS recouvre 100% de ce qui lui est dû, mais soyez-en certains, la CNSS œuvre pour que ces recouvrements soient effectués le plus largement possible. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a défendu le projet de budget de l'État pour l'année 2016, a par ailleurs saisi cette opportunité pour exprimer sa profonde tristesse suite aux incidents et violences qui ont eu lieu récemment à Belbela. Il a adressé un message de condoléances aux familles des victimes des incidents qui se sont produits le 21 décembre dernier. Écoutez le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les députés,
Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais ici d'abord présenter les condoléances du gouvernement pour les morts qu'il y a eu près de Balbala. C'est un incident malheureux, même si certains voulaient profiter de cet incident pour exploiter. Nous voulions ici présenter donc nos sincères condoléances à ceux qui sont morts et nous souhaitons le bon rétablissement aux blessés, qu'ils soient civils ou agents de sécurité. Ceux qui ont tenté de faire de cet incident une exploitation politique, ils l'auront qu'à leur dépens. 1 minute de silence pour le Fatah. Précisons par ailleurs qu'avant l'examen des 4 projets de loi examinés a eu lieu une conférence des présidents des commissions et des présidents du groupe aux tendances politiques représentées. Cette rencontre a essentiellement porté sur les dernières mesures sécuritaires prises par le gouvernement. Les débats de cette séance de travail étaient conduits par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Le gouvernement était représenté par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, et la ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargée des relations avec le Parlement, Hasna Barkhad Daoud. Les représentants de l'exécutif et les ténors du Parlement ont discuté d'un point à l'ordre du jour. Il s'agit du projet de loi portant sur l'état d'urgence. Les 2 parties ont convenu de soumettre ce projet de loi à l'aval de la commission permanente compétente. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation cubaine qui a entrepris une visite de travail dans le pays. L'entrevue entre le secrétaire d'État et la délégation a porté sur les questions suivantes: le retard dans l'exécution de la convention de partenariat, les conditions de prise en charge des experts cubains par le département, la mise en place d'un cahier de charges avec un plan de travail avec le directeur de l'INFS, donner plus de chance aux jeunes filles pour la pratique du sport et prévoir une réunion avec les fédérations sportives pour comprendre le rôle de chacun ainsi que l'assistance technique et linguistique des experts par des jeunes formés à Cuba. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a rappelé l'excellente relation entre les 2 pays et que l'arrivée des experts qui était attendue est la concrétisation de la volonté des 2 parties. Il a par ailleurs souligné que cette coopération a donné ses fruits. Plus de médailles remportées par nos athlètes, améliorer les records que son département ferait tout pour éviter le dépaysement des experts qui doivent se sentir ici chez eux. Et l'ambassadeur cubain, M. Lisuf Sadantas, a profité de cette occasion pour remettre l'original de la convention au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de la part de l'ambassadeur djiboutien résident à Cuba. Également dans l'actualité, dans le cadre de la mise en place d'un programme dit Sentinelle de surveillance des maladies saisonnières, dont la grippe, l'atelier de formation et de sensibilisation du personnel soignant s'est poursuivi à l'hôtel des Acacias. Cet atelier vise à renforcer les capacités des personnels de la santé. De nombreux médecins ont été sollicités pour apporter leur savoir-faire et leur connaissance au personnel soignant qui les aide dans leurs tâches quotidiennes visant à signer et soulager les malades. Des connaissances sont ainsi acquises par les assistants et infirmiers pour faire face à ces maladies. Le docteur Hussein a donné durant cet atelier plus de précisions en ce qui concerne les différentes maladies et comment se préserver de ces derniers. Les participants n'ont pas manqué l'occasion pour pouvoir poser des questions sur cet atelier qui vise à renforcer des capacités en faveur des personnels de la santé. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en collaboration avec le ministère de la Santé, a mené cette semaine dans les 5 régions du pays une opération des examens d'acuité visuelle des candidats sélectionnés à la formation sur la conduite routière.
qui va bientôt être lancée aux jeunes de ces régions du pays. Une équipe du ministère de la Santé a sillonné les 5 régions de l'intérieur pour faire subir aux 100 candidats sélectionnés de chaque région le test d'acuité visuelle. Ainsi, l'équipe a démarré à Dikil et ont fait subir ces examens des yeux aux candidats de cette région en présence du préfet et du président du conseil de la région du Dikil, aux 100 candidats de la région okaroise. Ensuite, l'équipe a poursuivi dans les autres régions du pays, à savoir Ali Sebih, Arta, Tadjoura et Obok. Dans chaque région, l'équipe médicale a procédé avec l'appui des directions régionaux et l'éducation des responsables des régions à la visite médicale de tests d'acuité visuelle pour les centaines de candidats sélectionnés pour chaque région qui vont prendre part à la formation sur la conduite routière pour l'obtention ainsi du permis de conduite. Les responsables des 5 régions ont bien accueilli ces opérations de sélection et ont félicité les efforts du ministère de l'Éducation. Ils n'ont pas manqué d'ailleurs de remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Dr Jamal Melkié, pour son initiative dans le domaine de la formation des jeunes déscolarisés. Ces derniers ont par ailleurs indiqué, vous l'entendrez, que ces formations répondaient aux attentes des jeunes en matière d'insertion professionnelle et étaient parfaitement adaptées au contexte du développement économique de leur région. Écoutez. L'initiative géniale en provenance du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il a été initié dans les 5 régions de l'intérieur à ce que dans chaque région, une centaine de jeunes, filles et garçons, ont été sélectionnés pour pouvoir profiter et d'une manière gratuite la formation ont permis de conduire dans un premier temps, pas simplement au niveau du chef-lieu de la région de Dikil, mais dans toutes les régions de l'intérieur. De ce fait, aujourd'hui, une équipe composée du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé pour pouvoir faire subir à ces candidats les premiers tests, surtout les tests d'acuité pour les candidats. Cela démontre bien que ceci n'était pas des rumeurs, mais bel et bien une réalité concrète qui se réalise aujourd'hui et les 100 candidats en provenance de Yoboki, d'Assaela, de Mouloud et bien sûr du chef-lieu de la région, c'est-à-dire du chef-lieu, la capitale de la région de Dikilville, sont tous ici présents et en tant que président du conseil régional ainsi que le préfet de la région et les autres responsables de la région sont ici présents pour pouvoir superviser le bon déroulement de ces opérations. Dans le reste de l'actualité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé ce dimanche un atelier de formation sur la santé reproductive, les mutilations génitales féminines et les droits des femmes. Cet atelier s'est déroulé en étroite collaboration avec le FNUAP, autrement dit le Fonds des Nations Unies pour la population. On prépare à cet atelier de 2 jours le personnel féminin des différents corps de l'armée, de police et de la gendarmerie. On a notamment assuré les débats et discussions au cours de cet atelier de formation. La coordinatrice du projet du FNUAP, Ruqia Ali-Jama, la responsable du commission de santé de l'UNFD, Ruqia Youssouf, ainsi que la responsable de l'agence pour l'encadrement de la lutte contre le sida, Oubah Adderar. Intersectoriel ou multisectoriel dont vous faites partie, et je crois que cela est un aspect. Il y a bien d'autres institutions ou secteurs qui participent à ce mécanisme, donc vraiment je vous souhaite que cet atelier vous permette d'acquérir les connaissances qu'il faut sur cet aspect et que vous puissiez nous serions heureux que vraiment vous ayez les outils d'assumer votre... Écoutez, cette fois, la coordinatrice du projet de l'UNFD, Ruqia Ali-Jama, elle a indiqué dans son intervention que cet atelier s'inscrit également dans le cadre du renforcement de l'adoption du planning familial. Il vise, a-t-elle dit, à réduire la mortalité infantile et à contrer les violences faites aux femmes. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ici au sein de l'UNFD pour prendre part à l'atelier de formation des pôles de pères éducateurs sur la santé et les droits reproductifs, y compris les RGF. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme financé par le FUNIA en vue de l'amélioration des initiatives communautaires pour la promotion du planning familial, de l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, la lutte contre les violences fondées sur les genres. Cette formation a pour objectif principal l'identification et la formation d'un pôle éducateur au sein du corps armé,
dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive afin de permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour une prise en charge complète et non discriminatoire de ces cas. Au cours de cette formation, les notions de père éducateur et santé, droit et reproductif seront expliquées afin de vous permettre d'acquérir les connaissances nécessaires, car les problèmes de santé sexuelle et reproductive restent préoccupants et continuent à affecter la vie de millions de personnes dans le monde. La santé sexuelle et reproductive implique un état de bien-être général de la personne humaine, un bien-être physique et mental. Elle vise à améliorer la qualité de vie des relations interpersonnelles. Il faut préciser que le concept de santé reproductive ne peut exister que lorsque les personnes assument et exigent leurs droits en la matière. La Fédération djiboutienne de football a remis aujourd'hui un lot d'équipements à toutes les équipes féminines du foot. Cette remise s'est déroulée au centre de formation technique ou l'ancien stade municipal. Ces équipements sont composés de maillots, des chaussures de football, de ballons et autres matériels facilitant les entraînements. Le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Ouaberi, a eu l'honneur de remettre ces lots d'équipements aux responsables des différentes équipes féminines. Cette dotation témoigne de l'intérêt que porte la Fédération pour le développement du football féminin. Le président de la Fédération djiboutienne de football s'est d'ailleurs félicité de l'augmentation du nombre des filles qui s'adonnent à cette discipline sportive. Page nécrologie, une grande pensée à notre collègue Mahdi Bourgal qui a perdu hier son père. Le défunt nommé Nour Houfane Tani, surnommé Bourgal, s'est éteint à l'âge de 60 ans. Il était apprécié par sa sagesse et son attachement aux valeurs traditionnelles et coutumières et très respecté par son entourage. Le défunt Nour Houfane Tani laisse derrière lui une trentaine d'enfants et des petits-enfants. Le personnel de la radio-télévision à sa tête, son directeur général adresse ses condoléances les plus attristées à leurs collègues. Mahdi Bourgal, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre disparition, mais cette fois celle du feu Ziad Ibrahim Mohamed, beau-père de Simon Ibratou, secrétaire général du ministre du Budget. Le défunt est né en 1934 à Dire Dawa. Il laisse derrière lui son épouse, 5 enfants et 15 petits-enfants. Les amis et les proches du défunt adressent leurs sincères condoléances à la famille du feu Ziad Ibrahim Mohamed, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. En Syrie, un nouveau chef a été désigné à la tête du groupe d'opposition l'armée de l'islam. Il s'appelle Issam Al-Bouadani. Il remplace Zaran Alouche, tué dans un bombardement d'avions russes qui ont utilisé des missiles à forte pénétration puisqu'ils l'ont touché alors qu'il se trouvait en réunion dans son QG au sous-sol d'un bâtiment fortifié. Idriss Adotan nous en dit plus. Un nouveau chef à la tête du principal groupe armé rebelle de la région de Damas, Issam Al-Bouadani, connu sous le nom d'Abu Hammam, dirige désormais l'armée de l'islam. Il succède à Zaran Alouche, tué vendredi dans un raid aérien. Dans une vidéo diffusée sur Internet, le groupe assure que l'assassinat de son chef va renforcer sa détermination à lutter contre le régime de Bachar al-Assad. L'armée de l'islam contrôle la plus grande partie de la banlieue est de la capitale syrienne, régulièrement bombardée par les forces gouvernementales et russes. Début décembre, elle avait donné son accord avec d'autres groupes de l'opposition pour des négociations avec Damas en échange du départ du président Bachar al-Assad avec une éventuelle période de transition. Sa mort semble porter un coup d'arrêt à l'évacuation des 4000 combattants et civils des 3 quartiers sud de Damas. L'accord conclu entre les régimes et les représentants de la population locale est suspendu. Les convois devaient traverser les territoires contrôlés par l'armée de l'islam. Ces 3 quartiers connaissent une profonde dégradation des conditions de vie causées par les sièges imposés par les forces de Bachar al-Assad depuis 2013. Aux États-Unis, le bilan des tornades s'est alourdi. Les violentes tornades qui balayent depuis mercredi plusieurs États du sud des États-Unis ont fait au moins 24 morts et détruit de nombreuses maisons. Le point de la situation avec Idriss Adout encore une fois. 6 nouvelles personnes ont trouvé la mort hier au Texas, où des tornades ont balayé les environs de Dallas. Au total, les tornades qui ont frappé plusieurs États du sud des États-Unis depuis les milieux de la semaine ont fait 24 morts. Les bilans est les plus lourds dans les Mississippi, où 10 personnes ont péri. 6 autres ont été tués dans les Tennessee et un autre décès a été enregistré dans l'Arkansas. Dans l'Alabama, le corps d'un petit garçon de 5 ans a été retrouvé dans une voiture emportée par une brutale montée des eaux.
un homme de 22 ans qui se trouvait avec lui au moment du drame est porté disparu. Les services de météorologie prévoient pour la fin de l'année des conditions difficiles, avec des crues brutales et de nouvelles tornades au Texas. Des fortes chutes de pluie sont attendues dans les grandes plaines depuis le sud du Texas jusqu'à l'Indiana. Dans le Nouveau-Mexique et l'ouest du Texas, des tempêtes de neige devraient également frapper. Cette dégradation a eu lieu durant les fêtes de Noël. C'était le journal de rédaction. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous pour le focus. Mais avant, l'appel à la prière et une page publicitaire. Place maintenant au focus. En déclarant vouloir fermer les frontières aux musulmans, Donald Trump a déclenché une nouvelle polémique. On voit tout ça avec vous. Allez, bonjour. Bonjour Asma, donc un message qui a été mal entendu. Le candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump, a déclenché hier une nouvelle polémique, une de plus, et dans une campagne à l'investiture basée sur le mensonge et la démagogie. Il est bien placé pour être le futur candidat républicain aux élections présidentielles américaines et donc pour être le futur président après 2 mandats démocrates de suite. Raison de plus pour s'intéresser à lui au-delà du buzz médiatique, car à le voir chauffer les salles comme s'il venait de vendre des épluches sur un marché de légumes, comme le disent, les faire rire et râler avec lui. On pourrait même croire que Trump est un éléphant dans un magasin de porcelaine et qu'il multiplie les bourdes et les provocations par négligence. Donc il est tout le contraire de cela. Comme d'ailleurs l'imaginer que l'on puisse avoir construit un tel empire en étant le bof de service. Non, Trump n'est pas cela. Il est un archétype de politicien politiste. Les populistes donc sont vieux comme le monde politique. Leur principe est simple. Les gens ont raison. Il faut donc leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est que cette phrase a été écrite par un simple journaliste et tant pis, donc il dit s'ils sont mal informés, mal conseillés, mal entourés, s'ils maîtrisent mal donc un sujet, tant pis. Si lorsqu'un garagiste, mais s'il en rebranche donc un avis tranché et indiscutable sur les politiques migratoires. Bref, il faut dire que Donald Trump s'est trompé en disant ce genre de conneries. Et Aboubakar al-Baghdadi qui demande que l'État islamique soit affaibli dans un message audio diffusé hier. On n'est pas sûr parce que Reuters qui a publié cette information n'a pas pu vérifier l'authenticité de ce message relayé sur des comptes Twitter ayant diffusé par le passé des communiqués de l'organisation État islamique. Le texte cible également la coalition islamique antiterroriste récemment formée par l'Arabie Saoudite. Si c'était une coalition islamique, elle se serait émancipée de ses seigneurs juifs et croisés et aurait fait de mort des juifs et de la libération de la Palestine, a indiqué Aboubakar al-Baghdadi dans son message. La diffusion de ce message donc intervient alors que le groupe État islamique qui contrôle de vastes territoires en Irak et en Syrie subit une pression militaire croissante. Le précédent message attribué à Aboubakar al-Baghdadi avait été diffusé en mai dernier. Merci Ali pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.